Le podcast de la CPTS Paris 8. Franck Rigol, tu es psychologue et tu t'es occupé de préparation mentale pour les sportifs de haut niveau. Voilà. Mmh. Et je te connais depuis déjà quelques années parce que tu as travaillé à la Fédération française de golf et je fais partie de la commission de cette même fédération et c'est comme ça qu'on s'est connus. Alors, la préparation mentale, c'est quoi exactement ? C'est se préparer psychiquement à une compétition, à une épreuve. Je parle sur le plan sportif. Alors, je vais le dire comme ça, c'est acquérir et entraîner des habiletés mentales. D'accord. Ok. Donc là, on pourrait faire une liste des habiletés mentales. Par exemple, travailler sur sa respiration, entraîner sa respiration pour gérer son niveau d'activation. Une autre habileté mentale, c'est la fixation d'objectifs. Donc, apprendre à se fixer des objectifs à court, moyen, long terme, de façon réaliste, motivante. Une autre habileté mentale qu'on va utiliser beaucoup, c'est l'imagerie. Et là, il faudrait que je revienne sur la définition de l'imagerie. C'est-à-dire... Imager, c'est simuler dans son cerveau une action avec tout son corps. C'est-à-dire, j'imagine que je vais frapper la balle comme ça, que je vais courir comme ça. En fait, j'imagine, par exemple, attraper un verre d'eau ou prendre un verre d'eau et je ressens ma main prendre le verre d'eau. D'accord. Sans le faire, sans action. J'utilise mes sens, tous mes sens, dans une action qui se fait dans mon cerveau. Et le cerveau ne sait pas faire la différence entre une simulation, une observation ou une action. Donc ça, c'est une habileté qui est énormément utilisée dans les apprentissages. Par exemple, dans la préparation d'une action aussi, qui se fait de manière consciente ou inconsciente. Dans la rééducation, on l'a observé beaucoup. Et dans la préparation des compétitions. Alors, j'ai lu un article que tu as écrit sur la préparation mentale, justement, notamment des golfeurs, qui était extrêmement intéressant, où tu dis le cerveau est incapable de faire la différence entre les choses positives et négatives. Dans la façon de se parler. Oui. C'est surtout dans le langage, là, pour le coup. C'est une autre habileté aussi, c'est la capacité à écouter son dialogue interne. Et donc, du coup, peut-être aussi de le maîtriser, de mieux le maîtriser. Donc, comment je me parle ? Avec quel débit et vers quelle action. Et avec quelle méchanceté. Alors ça, malheureusement, c'est que beaucoup de personnes se parlent de manière très négative, justement. Donc, s'observent faire ou pas et projettent ce qui va se passer, mais de manière assez négative. Donc, anticipent, malheureusement, ce qui va mal se passer pour eux. J'avais écouté l'interview notamment de Coréennes qui jouaient sur le circuit, où elles avaient une formation à apprendre à rire quand elles rataient un coup, mais parfois des coups extrêmement importants. Alors, ça, c'est le fameux détachement par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'il t'arrive quelque chose et en fait, tu vas trouver une stratégie pour faire face à un événement qui est forcément très dérangeant. Tu vois, tu veux réussir un coup et le coup est complètement raté. Quelles sont les façons que tu as, toi, de réagir à cette situation ? De manière automatique ou de manière apprise ? De manière automatique, je balance mon club dans l'eau. Ouais, ça c'est la première chose que tu peux faire. Et une fois que tu as perdu ton club, tu vas te demander si c'était la bonne action. C'est trop tard. Généralement, tu te dis si c'était pas la bonne, tu es obligé de retourner le chercher. Du coup, tu vas apprendre. Et tu as bien fait de faire l'erreur une fois, tu la referas pas, j'espère. Non, je ne referai plus. Mais là, ouais, le détachement, en fait, ça s'apprend aussi. En fait, ce qu'on va apprendre, donc, une fois qu'on a dit, en fait, qu'on a présenté ses habiletés. Parce que en fait, tu m'as posé la question, c'est quoi un préparateur mental ? C'est quelqu'un qui va justement former, et apprendre aux personnes qui viennent le voir, qui sont intéressées par la prépa mentale, à utiliser et déjà à comprendre ce que sont les habiletés mentales avant de les utiliser, puis ensuite les entraîner. D'accord. Donc, une série d'exercices pratiques. En fait, le but, c'est vraiment de mettre en place des exercices pratiques, adaptés, évidemment, aux besoins, aux demandes et à la personne, pour qu'elle puisse s'engager. Parce que si c'est juste une suite d'exercices proposés, sans que la personne soit vraiment active, proactive dans ce qu'elle fait, ça ne va pas fonctionner, quoi.
D'après toi, le poids de la charge mentale par rapport à la charge physique Mm. chez des sportifs de très haut niveau, et on connaît tous des sportifs de très Mm. haut niveau qui ont toujours été deuxièmes parce qu'ils n'arrivaient jamais à être premiers, Mm. et on sent bien que c'était pas leur préparation physique, technique et autres, parce qu'on voyait pas la différence avec les meilleurs. Et on se disait, c'est dans la tête, hein, il n'arrive pas à gagner, et ça, c'est effectif. Ça représente quoi, en gros Bah, quand tu écoutes les sportifs en parler, parce que c'est eux qui sont le mieux placés pour en parler, en fait, hein, ils savent très bien que la concurrence, elle est préparée physiquement aussi bien qu'eux, techniquement aussi. Donc, effectivement, qu'est-ce qui peut se faire? Qu'est-ce qui peut faire la différence à un moment? C'est leur capacité à gérer leurs émotions, à gérer leur attention, à gérer les distractions, à maîtriser, en fait, un ensemble de paramètres mentaux, ce que tu appelles un mentaux cognitifs, comportementaux. Et voilà, c'est ça qui va faire la différence. Certains le disent. Teddy Riner, je crois, il n'y a pas longtemps, disait que s'il avait tout gagné, enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il avait gagné plusieurs titres, on va dire, énormément même, bah, c'est parce que, en tout cas, c'est lui qui le dit, c'est parce qu'il était plus fort mentalement. Après, je pense qu'il faut rentrer dans les détails. Ça veut dire quoi, en fait? Donc, dès l'âge de 14 ans, il est allé voir sa psychologue en se disant dis-moi pourquoi je n'y arrive pas, dis-moi pourquoi là, ça bloque pour moi. Pourquoi je ne sais pas faire ceci ou cela. Donc j'ai lu des entretiens où il explique que la première chose qu'il a comprise, de lui, c'est qu'il ne s'autorisait pas à gagner. Il ne s'autorisait pas à regarder les gens dans les yeux, à les défier. Et du coup, c'est la première chose qu'il a appris à faire, c'est à s'affirmer. Et pourquoi on a peur de gagner? Pourquoi on a peur de gagner? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que chacun a sa peur. À lui. On est on est très différents. Tu m'as demandé mon nom, mon prénom tout à l'heure, on en a parlé avant. Mon histoire n'est pas celle de l'autre, et donc du coup, le regard qu'on a face à la victoire éventuelle et ce que ça a comme conséquence, je pense qu'elle est très personnelle. D'accord. Parce que le fait de gagner, c'est être au-dessus des autres. Ça peut être insupportable. On a le regard en fait, des autres. Oui, t'es pas tout seul. Tu sais bien qu'il y a une pression, évidemment. La pression peut être positive ou vécue négativement, mais il y a aussi des conséquences à être premier. C'est-à-dire que du coup, tu vas devoir rester premier. Ou tu t'imagines des choses sur le fait d'être premier. C'est celui qui est le plus regardé, le plus attendu, le plus écouté. Comment tu vis avec ça? On est tous complètement différents par rapport à ça. Mais les exemples, ils sont tellement nombreux. C'est-à-dire qu'un Federer premier ou un Djokovic premier en tennis... dans le sport collectif, c'est différent, parce qu'en fait, tu es rarement premier tout seul. Même si on met beaucoup en avant les individualités de plus en plus, même dans les sports collectifs. Dans les sports individuels, ça ressort un peu plus. Un sportif qui va rester longtemps premier, d'abord, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive parfois quand même. Notamment, là, on a parlé de Teddy Riner, on peut parler de Tiger Woods dans le golf. Ouais. C'est des gens qui sont... Je pense qu'ils ont l'impression d'être nés pour ça. Alors, c'est marrant parce que j'ai travaillé dans la Formule 1 aussi, et avec tous les pilotes, on avait l'impression que c'était ça. Et en gros, il y avait la femme d'un des pilotes qui m'avait dit mais tu sais, il n'y a qu'une seule personne au-dessus d'eux, c'est Dieu. S'ils sont croyants. Voilà, et donc, c'est des gens qui ont l'impression, effectivement, qu'ils sont nés pour ça. Ouais, ils sont soit missionnés, enfin on dit souvent, hein, il y a une force supérieure qui les guide. Oui. Ou, je sais pas, ils ont construit avec eux, autour d'eux, une sorte de loi ou de force presque, qui fait que c'est normal. Quoi. D'accord. C'est ce qu'ils devaient faire, c'est leur chemin à eux, tu vois, parce que c'est un poids énorme quand même. Oui, c'est un poids énorme. Et justement, peut-être que les gens ont peur de ce poids-là, et c'est la peur de gagner, pour certains en tous les cas, c'est peut-être lié à toutes les conséquences, en fait, d'être arrivé premier à une compétition. Mais en même temps, plus je t'écoute, plus je me dis, mais finalement, il n'y a pas que dans le sport où on a besoin de se préparer mentalement. Hein. Il y a les examens qu'on passe lorsqu'on fait des études, il y a les confrontations dans le boulot avec les collègues. Et en fait, les méthodes que tu développes, on pourrait très bien les utiliser aussi pour notre vie de tous les jours. En fait, je crois qu'elles sont d'abord en fait, nées de la vie de tous les jours, et puis que petit à petit, elles ont été mises dans le sport. Parce que dans le sport, il y a des besoins, des demandes, de la concurrence. Mais dans la vie de tous les jours, il y en a tout le temps. Enfin, quand tu sors du ventre de ta maman, il faut survivre, il faut vivre, et il faut exister, il faut prendre sa place. Et en fait, le sport, c'est juste vivre, exister dans un monde concurrentiel.
Et si possible, utiliser justement toutes ces forces et qualités pour vivre dans ce monde concurrentiel et de performance. Donc, plus vite tu as appris des méthodes, on va dire, de gestion d'émotions, de gestion de pensée, de gestion d'attitude, etc., et plus vite tu es prêt à faire face. Donc, dans la vie de tous les jours, tu passes ton temps à faire face. Alors, il y a des choses intéressantes, parce que tu m'avais dit un jour, c'est qu'on peut être trompé par ses sens, et que les sens peuvent tromper ton cerveau, et notamment le regard. Voilà, on sait que le regard est extrêmement important dans le sport, que ce soit les sports mécaniques, automobiles par exemple, le ski, etc. Et avoir une vision lointaine des choses et pas avoir le nez sur le bout de tes skis pour éviter de tomber, par exemple. Et est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que justement, cette relation de notre corps avec notre cerveau, où parfois il se gourre. En fait, c'est des erreurs de perception. En fait, compte tenu de la situation, soit anxieuse, soit très stressante, nos perceptions sont augmentées. Donc la vigilance est extrême, la vision aussi peut être perturbée, le système vestibulaire également. Donc en fait, il y a tout un tas de régions de notre cortex qui est soumis à cette pression, ce stress, et ça a des perturbations physiologiques. Et donc ça entraîne des perceptions étranges, enfin une perturbation des sens. Donc face à ça, on est parfois un peu démuni, on est surpris de ce qui se passe, quoi. Et le sportif s'adapte plus vite que les autres. D'accord. Donc au sentiment de vertige, par exemple, ou à des sensations étranges au niveau des jambes, du corps, les mains qui tremblent, des pulsations cardiaques très très élevées, enfin tout un tas de phénomènes que tu connais, mais qui sont ressentis par le sportif de manière extrême. Enfin, par la personne qui est dans une situation qui est menaçante, en fait. Alors, par exemple, je le cite parce que je trouve que c'est un superbe exemple. Il y a un phénomène qui s'appelle le YIP au golf, qui est une espèce de maladie horrible. Le yips. Voilà, et qui, au moment de rentrer la balle dans le trou, alors que tu as mis 400 mètres pour arriver à ce trou-là en 2 coups ou en 3 coups, et tu es au bord du trou, et là, ce tout petit geste de rien, de mettre la balle dans le trou, tu le rates à cause de cette contraction parasite qui vient gêner ton geste, et que j'avais, et tu m'as dit, ferme les yeux, et ça m'a guéri, c'est-à-dire que j'ai fermé les yeux. Alors, quand j'explique ça à tout le monde en disant « mais tu peux pas les yeux fermés », mais si, je peux pas les yeux fermés. Et ça marche. Alors, pourquoi, en fait, m'enlever les yeux, en fait, pour jouer? En fait, ce que tu faisais, sans t'en rendre compte, c'est que tu étais en train d'anticiper le mauvais coup qui allait arriver. Et au fur et à mesure, ça a créé de la tension musculaire, ça a perturbé ton geste, la fluidité du geste. Dans ces cas-là, quand on est dans une situation difficile, dans une gestuelle, on a tendance à vouloir la contrôler encore plus, ce qui la perturbe davantage encore, puisqu'on met beaucoup trop de rationalité et de contrôle dans l'action, et ça a des perturbations physiques. Alors quand on arrive au yips, là, malheureusement, c'est pire encore. C'est que là, je crois que c'est proche de ce qu'on appelle la dystonie. C'est en fait une action neuromusculaire qu'on ne contrôle pas et qui entrave l'action, qui entrave le geste. Donc en fait, on a malheureusement ancré et imprimé en soi une action qui est contre-productive à ce qu'on voulait faire. Donc le yips, malheureusement, c'est très compliqué de le... Et le fait de fermer les yeux, ça marche chez tout le monde ou... Pour toi, ça a marché parce que t'es pas je pense que tu t'entraînes pas tous les jours et tu n'as pas développé de dystonie. C'était un blocage ponctuel que tu avais. Ce n'est pas un véritable yips. Si tu avais eu un véritable yips, ça aurait été très compliqué juste en fermant les yeux. D'accord. Ça permet d'enlever en fait une tension, mais c'est compliqué, quoi. Malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas trop comment on fait, quoi, pour le yips. Je suis pas un magicien. Quand ça arrive aux joueurs de très haut niveau, c'est horrible. En fait, beaucoup de golfeurs professionnels vivent ça, ont vécu ça, notamment Langer, que tu connais, Bernard Langer ou Vijay Singh ou d'autres. Et dans ce cas-là, ils modifient leur façon de tenir leur club déjà. Donc ils ont un grip qu'on va appeler un grip pince pour éviter que la main droite, c'est souvent la main droite chez les droitiers qui est très active et qui a développé cette contraction musculaire inadaptée,
En fait, ils vont varier la position des mains sur le club ou changer leur outil pour justement contrer cette habitude malheureusement prise. C'est pour ça que moi, en fait, le but, travaillant avec les enfants, j'ai cette chance, c'est de travailler beaucoup en prévention pour éviter que dans la répétition ne se fasse de blocage, ne se crée de tension inutile. Donc on travaille énormément sur la respiration, sur l'imagerie, pour rendre le mouvement le plus fluide possible, le plus simple possible. Et alors, en fait, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de jeux de rééquilibration aussi. Donc je les mets en déséquilibre, je crée des contraintes qui font qu'ils vont avoir moins de pression sur les mains. D'accord. Le but, c'est vraiment de les mettre dans un état de relâchement total. Alors, à la fois au niveau musculaire facial, parce qu'on sait que les tensions musculaires au niveau du visage vont entraîner énormément de tensions au niveau corporel. Donc on fait relâcher énormément la mâchoire. Et une fois que la mâchoire est complètement relâchée, détendue, on fait des jeux d'équilibration sur des WAF, sur des... donc on met la personne en déséquilibre pour qu'elle cherche cet équilibre et qu'elle soit concentrée là-dessus avec ce relâchement. Donc on cherche de la mobilité, du relâchement pour aller vers la fluidité dans l'apprentissage. Et c'est hyper important parce que je pense que ça peut durer, du coup. Alors que la tension va arriver à cause de l'obligation de rentrer spot. Malgré tout, ils auront ancré des informations musculaires de relâchement et de fluidité. D'accord, il faut que ça devienne des réflexes, finalement. Il faut que ça soit automatisé. Voilà. Ouais. Mais alors, après, voilà, là, tu me parles des gestes, et donc plutôt préventifs, notamment chez les enfants. Mais après, il y a la préparation des grandes compétitions. Oui. Et là, la pression devient très importante, à la fois par la famille, les coachs, l'équipe, le club, sur des compétitions. Et comment gérer le poids de ces compétitions, justement? D'abord, les sportifs que tu vois tous les jours à la télé, ils font ça depuis 15 ans. Oui. Donc c'est du quotidien. Ils vivent avec ça tout le temps. Donc ce qui est important, c'est de réguler en fait ce stress. Il y a montée de stress, il faut faire redescendre le stress. Donc c'est une gestion aussi du corps, pas juste de l'esprit. Un préparateur mental, c'est quelqu'un, en tout cas moi, qui s'intéresse beaucoup à l'aspect au corps dans sa globalité. Les deux sont complètement liés. Le cœur et l'esprit, le cœur et le cerveau, les poumons. Enfin, en gros, le bien-être du sportif est quand même importante. Donc, pour durer. Et ces grandes compétitions, ces grands championnats, c'est des compétitions et des championnats qui sont dans la continuité de leur projet, de leur objectif de vie, de carrière. Donc, en fait, ils sont habitués à avoir des objectifs élevés, ambitieux, mais aussi à avoir des objectifs de moyens. C'est comment je fais, sur quoi je travaille. Donc, les objectifs pour réaliser une performance, j'ai besoin de gagner tant de centièmes de seconde là, ou alors tant de qualité de développement ici. Donc, ils sont dans un schéma de construction. Et la performance arrivera quand elle doit arriver sur ces championnats-là. D'accord. Parce que la préparation est bien faite. Donc, l'entraînement au quotidien, pour moi, est le plus important. Donc, pour moi, l'entraînement, c'est pas juste la qualité ou la préparation technique, c'est aussi le sommeil, l'alimentation, la gestion de la famille et le bien-être. C'est l'équilibre de la personne dans sa globalité qui va l'aider justement à se sentir bien dans son projet et prêt à vivre ses compétitions. En fait, là, tu viens de résumer tout ton topo. C'est-à-dire apprendre à se connaître et à être plutôt tolérant avec soi-même. Parce que c'est vrai que le sportif est toujours en train de râler contre lui-même en disant « je suis nul, voilà, j'aurais dû réussir ce coup et pas le rater ». Et il a tendance à se fouetter. Et alors que toi, tu dis ben non, il faut qu'il apprenne à vivre avec soi-même, à se reposer, à dormir. La vraie préparation, elle est là, tu parles dans l'apprentissage de l'acceptation de l'erreur et de l'utilité de l'erreur au progrès. Moi, je passe mon temps aussi à faire comprendre aux jeunes que rater va les aider à être meilleurs demain. Donc, ça, les parents ne sont pas toujours prêts à entendre. C'est et ce que disait l'éducation nationale non plus. C'est ce que disait Mandela, hein, c'est ça. Ouais. Je perds jamais. Hein. Soit j'apprends, soit je gagne. C'est facile à dire, mais en fait, c'est à vivre que c'est plus difficile. Surtout pour des enfants, dans un environnement où très tôt, on leur dit que c'est la performance. Mais pas seulement la performance, c'est le résultat qui compte. Donc, il faut faire un distinguo entre la performance et le résultat. La performance, c'est justement mettre beaucoup de qualité dans son travail, beaucoup d'engagement, de détermination, de plaisir, et ensuite évaluer ce qui est réussi, pas réussi. Mais ce qu'on a réussi, c'est surtout
l'effort qu'on a mis en place, la façon dont on s'est préparé, dont on s'est engagé, dont on a profité de l'événement. Et le résultat, lui, est une conséquence. En fait, il faut arriver à prendre du plaisir sur le chemin pour arriver jusqu'à gagner, et pas vraiment gagner, on s'en fiche. Les deux, Les quand deux, même. mon commandant. Ouais, oui, parce que c'est un moteur quand même, cette victoire. Et ils jouent et ils s'entraînent pour ça. D'accord. Donc en fait, j'en parle souvent parce que je travaille avec un jeune qui est très fort, évidemment, qui gagne aussi. Et qui est un coach qui est centré beaucoup sur la performance, mais sur la construction. Et je dis que les deux ne sont pas incompatibles. En fait, on peut travailler de manière intelligente, structurée, avec une vision dans le temps, mais aussi, dès que c'est possible, aller gagner une compétition, bien sûr. D'accord. Sans Est-ce que pour tu autant- aurais un conseil à donner à tous les jeunes qui ont envie de faire du sport, peut-être pas forcément à très haut niveau, mais déjà dans leur pratique de club est-ce que tu peux leur donner un conseil par rapport à ça, justement, cette préparation mentale? Bah, alors, je ne sais pas si c'est un conseil. Ce que je dis souvent aux parents, et beaucoup de parents me le disent, si j'avais su, je serais venu vous voir plus tôt. On pense que la prépa mentale est réservée à quelqu'un qui a déjà beaucoup de compétences techniques, physiques, et qu'une fois que ces compétences acquises, à ce moment-là, il est temps de travailler l'aspect mental. Je trouve que c'est une erreur. En fait, il faut travailler tout de suite. Tout en même temps. Ouais, hein. Ouais. en Angleterre, ils font un travail de mindfulness avec les enfants dès l'âge de 5 ans. Donc, c'est hyper riche, en fait, pour ces enfants. C'est facile pour eux, parce qu'en plus, c'est un jeu permanent. Donc, leur demander d'être assis, de ne pas bouger et d'écouter les bruits autour d'eux, ou de sentir les odeurs, ou de ceci, enfin, tout ce que tu connais du principe de la pleine conscience, ce qui est assez simple. Pour une personne qui a 14 ou 15 ans, qui ne l'a jamais fait avant, c'est pas évident toujours d'engager un tel process de travail. Il faut commencer tôt. Donc très tôt, il faut apprendre aux parents à écouter leur enfant, à ne pas parler à leur place, à leur laisser de la liberté, de leur laisser la possibilité de se tromper et de rater, de les encadrer et de les soutenir dans ce qu'ils font. Et pour le sport, c'est surtout se faire plaisir, en fait. Trouver des sports dans lesquels on se sent bien. Ok, merci beaucoup Franck et à bientôt j'espère.